Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Pilote. Bienvenue au Show d'ici, l'émission qui vous présente des gens de notre secteur, de la Basse-Lièvre, des gens que vous rencontrez souvent un peu partout et qu'on va vous faire découvrir. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission toute en musique, une émission rock and roll avec deux invités que vous connaissez assurément. Mais pour commencer l'émission, on se tourne du côté de Daniel Lafortune. Daniel, monsieur Culture, qui nous parle aujourd'hui littérature, cinéma. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Daniel? Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013. Avec ce roman-là, Albert Dupontel en a créé un film qui est en nomination au César, qui est le pendant des Oscars. Des Oscars, oui. 13 nominations. Donc, c'est un... Et je l'ai vu, c'est un excellent film. C'est l'histoire, ça se passe en 1919, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Évidemment, la France et toute l'Europe est saccagée. Et ce qu'on va faire, c'est tenter de tirer profit de la guerre. Parce qu'il y a énormément de morts, il y a énormément aussi de blessés, de défigurés. D'ailleurs, l'un des personnages, le personnage principal, qui est joué par Nayal Pérez Biscayat, qui est un acteur argentin très jeune, mais qui est fabuleux. Lui, il a été défiguré pendant la Première Guerre mondiale, donc la moitié de son visage est arrachée, donc il joue avec un masque. Presque, je dirais, 90% du film. Il est en relation avec un autre personnage qui est joué par le réalisateur Albert Dupontel, et tous deux vont tenter de faire une arnaque un peu partout avec les quotidiens de l'époque et aussi avec, évidemment, les politiciens et les grandes entreprises, aller chercher de l'argent pour mettre dans chacun des villages des monuments aux morts. On connaît beaucoup moins la Première Guerre mondiale. En fait, on a eu beaucoup de littérature, beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on apprend par rapport justement à cette Première Guerre mondiale-là dans ce film-là? Bien, par rapport au Canada, savais-tu, Michel, qu'il y a eu 50% plus de morts canadiens que durant la Seconde Guerre mondiale? Ça, c'est un fait et c'est comptabilisé. Et on retrouve encore des cadavres et que l'on identifie évidemment, avec les nouvelles technologies d'identification. Ouais. D'ailleurs, l'an dernier, 2 fois, on a retrouvé des cadavres et on a réussi à trouver d'où ils venaient. Et on les a inhumés en France dans des immenses cimetières. Si vous faites un jour la Lorraine, la Champagne, il y a d'immenses cimetières. Eh bien, ça vient de cette époque-là, à partir de 1919. Il faut enterrer les cadavres et parfois on le fait dans des petits cercueils qui sont trop petits pour les cadavres. Donc on les plie. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Ça ressemble parfois à ce qui se passe actuellement. Bon, sur le plan cinématographique, c'est comme je vous disais, 13 nominations au César. C'est un très bon film. Il faut aller voir ce film-là. Et la transposition dramatique au cinéma. Décrire Paris en 1919 avec des images du Grand Paris, c'est à tout casser. On dirait qu'on est là en 1919. Extrêmement bien réussi. Et sur le plan littéraire, vous disiez tantôt, juste avant d'entrer en ondes, que vous avez acheté le livre 2 fois. Donc, j'imagine que c'est un livre que vous avez dévoré. Je l'ai dévoré et, en fait, ça fait partie d'un triptyque, je ne savais pas. J'ai amené le second, qui a paru en janvier, qui s'appelle « Couleur de l'incendie ». C'est les mêmes personnages, ceux qui étaient encore vivants, mais en 1929, donc 10 ans plus tard. Disons que sur le plan littéraire, le premier est supérieur. D'ailleurs, il s'est mérité le Goncourt. Et le second, il passe un petit peu moins évidemment. Comme dans un film, souvent, la seconde édition est moins bonne. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Courez aller voir ce film. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vous disais tantôt qu'on a une émission où est-ce qu'on va parler musique, on va parler rock and roll, mais on va probablement aussi parler restauration et bar avec mes deux invités, Ken McMillan, le frère de, et Steven Charon, le fils de. Vous vous connaissez d'ailleurs quand même pas mal. Vous avez travaillé ensemble, faites tous les deux dans les bars et tous les deux en musique. Bien, en musique, non.
Steven a plutôt joué de la musique avec mon garçon Jason, qui est batteur comme moi. Bon, on a fait quelques petites, des petits jam sessions jam sessions, mais au point de vue de formation monétairement, si tu veux, non. Mais j'ai joué avec son père Jerry, qui est un très bon guitariste, puis on a eu beaucoup de plaisir. Quand tu avais joué avec Four on the Floor, je vous avais pris comme backup band pour mes compositions à un moment donné au Téléthon du Blaise des Lions. Il y a bien beaucoup d'années passées. La mémoire est une faculté qui oublie. Quand on parle de Ken McMillan, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de parler du bar. Je veux le dire le bon nom, parce qu'on appelle ça la Wynn, mais dans le fond, c'est le Pub Windsor. Le Pub Windsor. Vous êtes propriétaire depuis quand même beaucoup d'années. Oui, 1989, ça va faire 29 ans cette année, le 15 décembre d'ailleurs, que je suis là. Avant ça, je travaillais à Brasserie Molson comme représentant. Et avant ça, j'ai fait mes années chez EBAD, la compagnie de papier, et ensuite quelques années chez Bellil Automobile. Fait que ça a été un peu ma carrière au point de vue de travail. Mais j'ai commencé à jouer de la musique quand j'avais 15 ans, en 1900. Moi, je suis des années, je suis né en 1950. Alors, en 65, j'ai commencé avec mon frère, avec Normand, qui jouait déjà, lui, dans une bande, un orchestre. Puis, il y avait son kit de drum était dans la cave chez nous. Les gars, ils pratiquaient chez moi. Alors, tant que je finissais l'école, puis lui, il n'était pas là, je descendais dans la cave. À cachette, on a à cachette, ça, il faisait rien. Il faut que je dise que Normand m'a toujours encouragé au point de vue musicalement et autres. Puis, j'ai débuté là. Ensuite, on a formé une petite bande qui s'appelait les Stepping Stones au début des années 66, dans le temps des Beatles, puis des Monkees, et dans le temps qu'il y avait de la musique. Moi, je trouve, en tout cas, ça a été... Je ne sais pas si Steve est d'accord avec moi. Bon, on a chacun nos petites générations. Oui, les années 60 et 70, tant qu'à moi, ils ont été... ça a été les grosses racines du rock. Du rock, c'est l'autre. Sans un va pas l'autre, c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a encore des gars aujourd'hui qui sont là. Eric Clapton, les Rolling Stones. Il n'est pas tuable. Oui, les Beatles sont encore là à combien de compositions, d'artistes qui copient, Alors là, j'ai fait ça. Et ensuite, on a formé une bande qui s'appelait les Syndicated Brass en 68. On était 4 et on voulait essayer quelque chose de nouveau. Dans ce temps-là, il y avait des orchestres de Chicago qui débutaient. Blood, Sweat and Tears. C'était toutes des bandes avec des cuivres. Fait que là, on a voulu s'établir de ce côté-là. Les Dynamiques avaient quand même des bons gars, cette trompette et ainsi de suite. Alors, on est allé chercher Gilles Fauvel, qui était un excellent musicien qui jouait du sax, Gilles Chélifoux, Franck Lemay, Richard Bertrand, au point de vue de trompette, Bob Lantier, mon beau-frère, qui est maintenant décédé, qui jouait de la contrebasse, puis Michel Proulx, qui est décédé aussi. On voit quel âge que j'ai. Hein. Fait que, en tout cas, on a formé une bande, on est allé à Ottawa. Mais vous avez fait, parce que quand on lit la petite histoire de Syndicated Brass, écoutez, quand on fait la première partie d'un monument comme Johnny Hallyday, que vous avez eu, j'imagine, l'occasion de rencontrer en personne. Oui, on a eu dans différentes des conférences de presse qui avaient lieu avant. S'il n'était pas entouré des Hells Angels, parce que c'était assez difficile mais on a eu l'occasion de le rencontrer. Ça nous a permis de faire une tournée avec lui en mars 68, ça va faire déjà 50 ans, toi. Fait qu'on avait fait Montréal, Sherbrooke, Québec. Québec au Colisée, il y avait au-dessus de 10 000 personnes. On a frappé 8 000 au Centre Pas Sauvé, puis 5 000 à Sherbrooke. Ça a été pour nous autres un événement on n'a jamais oublié, évidemment, je ne l'ai pas oublié, ça. Puis de jouer en avant de tout ce monde-là. Mais par contre, après ça, on a joué dans la tournée Muscorama, dans l'été, où est-ce qu'on a atterri sur la Lune, justement. On jouait de la musique à Sorel ce soir-là. Et ensuite, on a fait 30 soirs de musique avec la tournée Muscorama, tout le mois d'août, en 69. Et ça a été... on a fini à Terre des Hommes avant 35 000 personnes. Puis on parle d'un petit groupe local. Là. Quand on parle d'un petit groupe local, on s'aperçoit que la carrière de Syndicated Brass a quand même été assez importante. Ben, il y a des gens encore qui se rappellent de moi
à cause de cet orchestre-là. Puis, pour une petite gang, moi, comme je dis, avec Steven, on est des gars de Buckingham. Ouais. Il y a l'excellent musicien qui demeure à Buckingham et on a formé un groupe qui était totalement de Buckingham. CGMS sont venus nous chercher tant qu'ils nous ont vus dans un show de Star au Vent qu'il y avait ici à Hull avec CJRC, qui était le poste de radio. Et ensuite, on est allé à Montréal. On a passé notre année là. On a disqué avec Polydor dans ce temps-là. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais qui était quand même reconnu, qui nous avait payé du temps de studio et tout ça. On avait fait quelques disques. Fait que ça a été... on en parle avec les gars des fois, là, puis il faut faire ça. Oui, exact. Mais il y a encore, on peut encore écouter votre musique sur Internet. Je suis allé fouiller un petit peu, puis j'ai vu que c'est possible d'entendre la musique de Cynical Breath. Oui, ça a été... l'autre fois sur YouTube, il y en a un qui était là, c'était seulement un démo, puis que le monsieur il essayait de vendre. Je ne sais pas comment il y a eu pour, mais ça a été des bons souvenirs. Puis là, maintenant, je joue avec les fils, le fils du gars que j'ai joué de la musique dans les années 70, Jacques Charbonneau. Je joue avec Marc. On joue dans une bande qui s'appelle les bandes. C'est pas les Syndicated Blues. On a changé le dernier mot. Oui. Puis là, on a disqué un qu'on appelle des covers, le premier CD qu'on a fait. Puis le deuxième, qu'on est très fiers, ça a été notre musique à nous autres. Vos propres compositions? Oui, nos propres. Qui dans le groupe compose? Est-ce que c'est un travail d'équipe? Musicalement, c'est pas mal un travail d'équipe. Sur les 9, moi j'en ai écrit 7 au point de vue des paroles. Puis le blues, c'est tout le temps à me laisser, puis la vie est triste, puis ça va pas bien. En anglais ou en français? Non, on n'a pas. Non, c'est anglais, malheureusement. Dans le sens de blues, pour nous autres, on est élevés dans la musique anglaise. C'est pas. On n'est pas Offenbach, ça c'est sûr, là, puis on n'est pas des bonnes bandes. Il y en a eu tellement. Même Offenbach, ils ont commencé en anglais. Ils ont commencé, c'est vrai. Ils se l'ont fait imposer. C'est vrai. Puis, il faut que je dise, dans Offenbach, eux autres, ils ont commencé à jouer avec le joual, si tu veux. Oui, tout à fait. Puis nous, dans ce temps-là, tant qu'on avait enregistré le premier disque, Michel, on avait enregistré de la musique avant. Puis Michel Proulx, quand c'est venu le temps de faire les vocales, c'était notre producteur, je ne me rappelle plus, là. Mais lui, il était descendu, puis il avait juste écouté Michel et dit non. Il dit, il faut que ça soit quelqu'un d'autre, parce que sa diction n'était pas assez... C'est bien contre Michel, là. Puis là, on a pratiqué avec moi pour une couple d'heures pour avoir vraiment la diction. Puis ça, c'est la différence dans ce temps-là, c'était qu'il fallait que ça soit... vraiment à point au point de vue du français. Bien perlé. Ah oui. On perlait bien, même à la télé. Pour en disquer, il fallait que ça soit... Puis là, 2 ans après, quoi. Je ne sais pas, les autres, quand est-ce qu'ils ont commencé. Puis là, évidemment, c'était le contraire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de famille. Vous avez 2 enfants. L'importance, là, pour vous, de la famille avec votre belle Lynn, avec qui vous êtes depuis 45 ans? C'est 45 ans cette année que je suis avec Lynn et on est sortis 5 ans avant ça. Ça fait 50 ans cette année que je suis avec la même femme qui, malheureusement, passe de mauvais temps ces temps-ci avec un cancer du sein. Et c'est une femme extrêmement forte qui me prouve tous les jours qu'elle est là, le combat qu'elle a à faire. C'est triste de voir des gens souffrir dans le sens, au point de vue autant mentalement que de voir, pas dépérir, mais on sait les changements que les médicaments peuvent faire. Hein. Et de sentir qu'on ne peut rien faire, j'imagine. Qu'on ne peut rien faire, on essaie... Sauf être à côté puis de l'accompagner. Oui, puis c'est dur, c'est difficile pour elle. C'est difficile pour tout le monde, mais surtout pour elle. Puis on essaie de l'aider autant qu'on peut. On est rendu à 3 de 8 au point de vue de traitement, et ensuite, ça va être la chirurgie et ensuite la radio. Alors, on prie le Seigneur que tout ça va bien aller. Bien, c'est sûr qu'on lui souhaite que tout le monde de la Basse-Lièvre lui envoie plein d'énergie. Bien, on envoie tellement dans nos sacs d'amis. Hein? Oui. Steve, on connaît les mêmes gens. Combien est-ce qu'il y en a? Mon guitariste, Ron Olditch, sa femme, Guy Charbonneau, son époux, je ne sais pas, je devrais en parler même, là, mais tu sais, c'est tous des gens qui sont près de nous. Ma belle-sœur, la femme à Norm, qui a eu ça. Ça, c'est juste dans notre sac d'amis.
Ouais. Je m'imagine, on se demande, c'est pourquoi, comment ça se fait que c'est... Ensuite, ben, j'ai mon garçon, j'ai ma fille Bonnie, qui m'a donné deux beaux petits gars. C'est le plus beau cadeau, hein, ça, les petits-enfants, oui. Ah oui. Et Jason qui m'a donné un gars, Sam, et mon trésor, ma petite Clara, qui est la dernière venue, qui est une beauté rare. Elle ne ressemble pas à son grand-père, c'est sûr. Mais ça a été, au point de vue de ma vie, rendu aujourd'hui, je ne peux pas demander mieux. Il y a tout le temps des embûches, c'est sûr. Mais on passe à travers. Voilà. Bien, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. On va inviter les gens à aller vous voir à Wynn, comme on dit par chez nous, ou au Pub Windsor pour les gens qui viendraient d'ailleurs du secteur. Merci beaucoup. Il y a toujours plein d'activités à Wynn, donc on va aller vous voir. Merci beaucoup. Merci, Michel. Et on va rencontrer dans quelques secondes Steven Charron. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. On continue notre discussion avec Steven Charron. Steven, écoutez, ça fait 20 ans là, que les gens de Buckingham vous rencontrent au Lala Bistro presque à tous les soirs. 20 ans qu'on travaille au même endroit. Ça a fait 20 ans, là, 3 semaines à peu près que je travaillais au Lala. Bien, le 31 janvier, j'avais commencé en 1998 à l'âge de 25 ans. Puis là, bien, si on calcule plus 20, bien, j'en ai maintenant 45 aujourd'hui, puis je fais encore la même chose. 20 ans là, 8 ans auparavant chez Vidéotron, si je ne m'abuse. On m'appelait le gars du vidéo, parce que dans ce temps-là, j'en suggérais pas mal des bons films. Fait que dans ce temps-là, les clients du vidéo, ils venaient me voir, puis il fallait absolument que ce soit moi qui lui choisisse le film, le soirée. On conclut 2 choses. Premièrement, vous êtes très fidèle, vous restez aux mêmes endroits. Et deuxièmement, vous aimez rencontrer des gens. Oui, j'étais un gars. J'ai toujours dit que moi, dans le fond, j'étudiais le comportement humain. C'était ça ma mission dans la vie. Fait que quelle belle façon que de les servir. Et voilà. J'ai même été packboy, excusez l'anglicisme, emballeur. Emballeur, oui, voilà, en bon français. Provigo, ce qui est maintenant le Dollarama. Fait que j'ai travaillé aussi dans les dépanneurs à un moment donné. Fait que j'ai toujours travaillé pour le public, en fait. Tout ça pour dire que, tout en faisant ça, vous avez quand même été élevé, j'imagine, dans la musique, avec papa qui était guitariste, qui avait plusieurs groupes. Oui, depuis tous mes souvenirs ont de la musique autour de moi. Dans le fond, mon père avait un groupe de musique, un power trio qu'il appelait. Dans le fond, 3 musiciens, dont les 3 chantent les harmonies vocales. Puis il pratiquait dans le sous-sol chez moi. Fait que les mercredis soirs, à l'âge de 5 ans, je m'assisais dans les marches, puis je regardais mon père et son groupe pratiquer. Fait que ça a été pour moi naturel de suivre cette voie-là. Est-ce qu'on faisait un petit peu comme Ken faisait, d'aller emprunter, lui empruntait les drums? Est-ce qu'on empruntait la guitare de papa pour essayer des... Bien, mes chums au primaire, même plus encore au primaire et au secondaire, ils venaient faire un tour chez moi quand l'école finissait, puis on tapochait sur les instruments. Sorry, Dad, de te le dire là, mais on s'est amusé avec les instruments. D'ailleurs, je me souviens avec une table tournante, la première chanson que j'ai appris, c'est « Mes blues passent plus dans la porte ». Eux autres, ils avaient leur setup pour pratiquer, puis ils pratiquaient cette chanson-là. Fait que il y avait le cartable avec les paroles, puis j'ai secrètement appris quelques paroles à partir du moment où je savais lire. Donc, on fait de la musique depuis qu'on... En fait, on est dans la musique depuis qu'on est tout jeune. Première guitare? C'est mon père qui me l'a acheté. En fait, ben, j'ai toujours joué sur les guitares à mon père. Puis moi, j'aurais dû être gaucher comme guitariste, mais étant donné que les guitares chez moi étaient droitiers, j'ai appris par défaut à jouer de la guitare droite, droitier dans le fond, mais c'est tout le temps drôle parce que quand qu'on fait, mettons qu'on écoute une petite chanson, puis il n'y a pas d'instrument alentour, puis on se trouve à faire un petit air guitar, bien comme tu vois,
c'est sur ce côté-là que je vais faire mon air guitar, mais en réalité, quand tu me mets une guitare dans les mains, c'est sur l'autre côté que je vais la jouer. On parlait tantôt avec Ken là, des spectacles et des activités qui se présentent au Pub Windsor. Vous avez joué là aussi régulièrement? Oui, à l'âge de 20 ans, j'ai eu mon premier groupe qui s'appelait Stormfront. Puis, j'ai eu 1 mois à pratiquer parce que la date pour jouer était déjà sur le calendrier. Puis, dans le fond, Stormfront, c'était justement Marc Charbonneau qui joue avec Ken. Bien, c'était son band avec Guy. Il y avait Louis Potvin. Encore là, moi aussi, j'ai des amis qui sont décédés. Oui. Fait que ça doit être parce que je vieillis aussi. Mais oui, notre feu Louis, avec aussi Martin Bouchard. Ça, c'était notre premier groupe. Puis, 1 mois, pas bien 1 mois après, mais la même année que cette formation-là m'ont pris comme chanteur, on a joué à Buckingham en fête en première partie des colocs. Quand même. En 92. 92. Ken, est-ce qu'on se rappelle de la première prestation du petit gars de Jerry? J'espère quasiment que non. Peut-être pas ce soir-là, non, mais je l'ai vu assez souvent pour savoir que Steve avait du talent. Puis, Il nous a réembauchés, fait que c'est bon aussi. Vous avez évidemment là, eu quelques groupes au fil des années. 4-5 groupes dans ma vie. J'ai fait aussi du solo. J'ai joué avec mon père quelques années. On a fait du chansonnier. D'ailleurs, c'est de même après ça que j'ai rencontré Danny Lafranche. Bien, Danny Lafranche, je l'ai toujours connu, je l'ai toujours côtoyé. Lui, il avait un groupe qui s'appelait Triangle. Puis j'allais jammer avec eux des fois, une fois de temps en temps, une petite tonne ou deux pendant leur show. Puis ben moi puis Danny, on a toujours gardé contact, on a toujours voulu travailler ensemble. Puis là, ben récemment, ben depuis 2015, 2016, on a fait un album ensemble sous la formation Troubadours, qui est maintenant mon groupe officiel. Troubadour? Troubadour, mais c'est un clin d'œil. En fait, c'est sûr que nous aussi, on écrit en anglais. Ouais. La culture est toute anglophone. Oui, on est des Français, mais la télévision, la musique, ça a toujours été 80% anglophone, fait que c'est plus naturel pour nous d'écrire des textes en anglais. Mais il y a des textes en français aussi. J'en ai écrit des chansons en français. Peut-être qu'un jour, j'ai sortirai des boulamites ou que j'en travaillerai d'autres pour faire un album. Je dis jamais non à ça, parce que dans le fond, de la musique, c'est de la musique, puis moi, j'aime la musique. Fait que même ma femme, qui est brésilienne, elle m'a fait découvrir la musique brésilienne, le samba, le bossa nova, puis pour la séduire, quand on était juste en train de dater, ben, j'ai même appris une chanson en portugais, puis j'y ai joué, puis j'y ai envoyé sur YouTube. Et maintenant, nous sommes mariés. Oui, voilà. Vous êtes mariés depuis 2012. 2012, donc 4 ans, non. 5 ans. On a fêté notre 5e anniversaire de mariage en 2017. Et tout récemment, la petite Béatrice qui est née. Qui est apparue, une belle surprise dans ma vie. J'ai eu un enfant. Là, elle a maintenant 1 an et demi, ma belle petite Béatrice. Ça change-tu quelque chose d'une vie d'avoir un enfant? Oui, ça change tout, mais pour le cliché, je vais vous le dire, c'est la plus belle chose au monde, c'est sûr et certain. Puis de toute sincérité, il n'y a pas de retour là-dessus, c'est la plus belle affaire. Évidemment, quand on a un emploi comme vous avez, parce que oui, vous êtes musicien, oui, vous pratiquez, oui, vous avez des jam sessions, mais vous avez aussi à gagner votre pain. Oui. Donc, on travaille 5-6 jours par semaine au La Bistro. Oui, oui. C'est pas difficile au niveau au niveau de la famille, au niveau de concilier ça, le travail, famille? C'est pas tant difficile, moi, vous avouez, mais dans le fond, la petite, elle va à la garderie, parce qu'étant donné qu'elle est enfant unique, on voulait qu'elle rencontre bien des enfants de son âge, puis qu'elle baigne dedans, tu sais, qu'elle ne soit pas toujours avec les vieux parents, là. Fait que, dans le fond, c'est pas si dur que ça. Je me lève le matin, on passe une petite heure ensemble, je l'amène à la garderie. Je vais toujours la chercher plus tôt, parce que moi, je travaille toujours à 5 heures. Fait que là, je vais la chercher à 3 heures. On passe notre petit 2 heures ensemble, puis après ça, c'est ma femme qui s'occupe de ma petite, de notre petite, excusez. De la petite, oui. De la petite, et voilà, qui donne son bain, puis il fait faire son dodo. Puis souvent, ça arrive que j'arrive de travailler vers les 9-10 heures, des fois 11 heures, mais ça va arriver que la petite Béatrice est debout, puis qu'elle attend son papa. Elle attend papa.
L'été passé, en fait, vous avez eu à faire une grosse prestation. Puis je me rappelle plus exactement dans quel cadre, là, à Ottawa. Là, Oui, au Major Hills Park. Oui. Je me suis fait inviter parce que, dans le fond, ils voulaient avoir un artiste francophone. Fait que, justement, j'ai fait un set de musique francophone au Major Hill Park en première partie de Stephen Page, qui est l'ancien chanteur principal de Bare Naked Ladies. Oui. Fait que c'était une très, très belle expérience. D'ailleurs, je remercie Elena Martin pour cette belle occasion, qui est une productrice d'Ottawa qui m'a pris sous son aile. Elle m'a rencontré au Lala, puis dans le fond, on a jasé, parle, jase, puis on travaillait notre album Troubadour's Golden Zebra dans ce temps-là, moi puis Danny, puis j'ai dit je vais te donner un album à un moment donné, mais que ça est fini. Puis tu me diras juste tes commentaires, étant donné que tu es productrice. C'est tout ce que je veux de toi, dans le fond. Je veux juste que tu écoutes, puis tu me dises ton opinion professionnelle. Puis elle a capoté. Puis j'ai fait des shows grâce à elle, Westfest. Puis elle nous a fait jouer à CTV Morning Jam pour promouvoir son festival Westfest. Fait que j'ai eu des belles occasions avec cette belle rencontre-là. Qu'est-ce qui se passe du côté de Troubadours? Est-ce que cet album-là, on peut encore se le procurer? Il est sur YouTube. Dans le fond, il y a quelques extraits sur YouTube. Il est sur iTunes. Puis là, le 1er juillet 2017, on a sorti un single qui s'appelle Home Country, qui parle justement du Canada. Fait que c'est un hommage au Canada que moi et Danny, on a fait. Plus Danny, c'est une chanson que Danny a composée, que moi, dans le fond, j'ai fait des arrangements vocaux avec. Fait que c'est plus la toune à mon chum Danny. Nous autres, on travaille un peu séparément, mais après ça, on met notre travail ensemble, puis c'est là qu'on met la touche qui devient Troubadours. On a encore des beaux projets, j'imagine, pour Oui, Troubadours? On a plusieurs chansons pour un deuxième, même peut-être un troisième album. C'est juste de trouver le temps entre le travail et les nouveaux bébés, parce que lui aussi, mon chum Danny, a un bébé. Fait que c'est juste de trouver le bon temps pour travailler ensemble, puis prendre les brouillons puis les rendre en propre. Voilà. Bien, écoutez, messieurs, ça a été très agréable de vous rencontrer. On peut toujours vous voir en personne dans vos établissements respectifs, à la Wynn ou au pub Windsor, dans le cas de Ken McMillan. On peut aller prendre une bonne bière. On peut aller prendre une bonne bouffe aussi au Lala Bistro. Puis ça dit, si vous n'êtes pas allé au bistrot, vous n'êtes jamais allé à Buckingham. Donc, les gens qui sont venus à Buckingham connaissent tous Stephen. Les gens connaissent tous Ken McMillan. Merci infiniment. Il fait sûr de demander pour Steve. Oui, voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.